d'être indépendante. Ça, c'est une des leçons que j'ai tirées de mon expérience de petite enfance, de père violent, de grand-mère très forte. Voilà, ne jamais dépendre d'un homme, mesdemoiselles. Jamais. Jamais. Ni d'un point de vue financier, ni pour le logement, ni pour quoi que ce soit. Ne jamais dépendre d'un homme. Hello à tous, ici Sandrine Savrimotou. Bienvenue sur la Woman Mag, le premier magazine audio gratuit en ligne des femmes ambitieuses de la Réunion et de l'océan Indien. Aujourd'hui, je vous propose une toute nouvelle interview, celle de Chantal Gawronski. Originaire d'Arles, dans le sud de la France, Chantal Gawronski est une femme de caractère qui voulait intégrer l'école militaire de Saint-Cyr avant de s'orienter vers ses premières amours, les lettres. Elle démarre son parcours à Aix-en-Provence avant d'être abordée par le prestigieux lycée Henri IV à Paris pour y faire sa classe préparatoire. Un rêve pour cette amoureuse de la ville de la culture, des arts et du théâtre. Elle se démarque dès son arrivée par sa provenance d'un milieu modeste et provençal. Elle affirme encore aujourd'hui avoir dû lutter pour faire sa place. Dans sa carrière, elle enseigne avec passion à ses élèves que la maîtrise de la langue française est la clé pour réussir. D'ailleurs, elle choisit dès l'âge de 23 ans de se tourner vers les élèves en difficulté, dans les établissements classés zones sensibles en Île-de-France. Fascinée par son métier et engagée, elle mène sa carrière dans le but d'aider, faire progresser et aider les jeunes. Dans cette interview accordée à la Woman Mag, Chantal Gawronski, proviseure du lycée des métiers Léon Le Pervenche et proviseur bâtisseur du futur lycée de la mer, dévoile tout ce qui a construit son tempérament de feu, du puissant modèle féminin qu'elle a reçu de ses deux grands-mères, à son parcours incroyable, en passant par ses rêves d'enfant et les projets qui l'animent. Celle qui affirme qu'il est encore aujourd'hui difficile d'être une femme dans certains milieux, proclame dans cette entrevue que les femmes sont légitimes partout et qu'elles doivent se battre pour prouver leur valeur, en toutes circonstances. La Woman Mag vous invite à découvrir sans attendre cette femme remplie d'énergie positive, inspirante et motivante. Une interview à voir et à revoir pour faire le plein de force au féminin. Bonne écoute à vous. Bonjour Chantal. Bonjour Sandrine. Vous allez bien ? Très bien, merci. Écoutez, j'aime bien commencer mes interviews avec des questions un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, avant de partager justement avec nous votre parcours, j'ai une question. Donc, quels sont pour vous les 3 bonheurs simples de la vie au quotidien ? Alors, partager ce qu'on aime faire avec son entourage. Essayer de créer de l'enthousiasme et de la joie autour de soi. Et le 3e, je dirais, prendre soin des autres. Et maintenant, Chantal, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Oui, donc je suis née à Arles, je suis donc arlésienne, donc c'est une ville du sud de la France qui est juste au bord de la Camargue et où on grandit dans la tradition provençale, mais aussi au milieu des taureaux, des chevaux et de grands espaces. Donc j'ai fait ma scolarité jusqu'au bac donc dans la ville où je suis née et puis voilà, j'étais une excellente élève, hein, l'école a toujours beaucoup compté pour moi et pour ma famille et donc je me suis ensuite orientée vers des classes préparatoires aux grandes écoles parce que je voulais être professeure de lettres. Bon, c'était j'avais plusieurs choix, mais voilà, je voulais être professeure de lettres parce que dès ma classe de collège, en fait, j'ai eu un professeur de français extraordinaire et voilà, qui m'a porté durant toutes mes études et qui m'a fait découvrir la grande littérature, le théâtre, etc. Donc voilà, j'ai tout de suite voulu être professeure de lettres. Après, bon, j'ai eu d'autres choix qui se sont offerts à moi, mais voilà, finalement, c'est ce que j'ai souhaité. Donc, je suis partie à Aix-en-Provence. Je voulais partir à Paris, dans les classes préparatoires, mais ma mère m'a dit partir toute seule à Paris à 18 ans, c'est hors de question. Donc, j'ai commencé à Aix-en-Provence, mais je n'ai jamais perdu de vue mon souhait de partir sur Paris, parce que pour moi, c'était vraiment la ville de la culture, du théâtre. J'adore le théâtre, du cinéma, enfin voilà.
des musées. Et donc, je n'ai pas lâché mon projet. Et en fait, comme j'ai obtenu de très bonnes notes sur ma première année de classe préparatoire à Aix-en-Provence, j'ai été abordée par le lycée Henri IV, donc qui est un des plus grands lycées de France, pour pouvoir venir faire ma deuxième année de classe préparatoire à Paris. Et donc, voilà, je n'en ai pas démordu et je suis partie à 19 ans à Paris. Mes parents m'ont accompagnée, ça a été très compliqué de trouver un logement, mais voilà. Donc, je me suis installée à Paris et j'ai adoré ces années d'études. J'étais inscrite en parallèle à la Sorbonne. Donc, j'ai passé les concours de l'enseignement. Et puis, surtout, donc, voilà, quand je suis arrivée dans ce grand lycée parisien, j'étais un peu la bête curieuse. Parce qu'à l'époque, maintenant, il y a des taux de boursiers dans ces grandes classes préparatoires. L'élite, on nous appelait l'élite de la France, mais à l'époque, moi, je viens d'une famille assez modeste. Mon petit père est mécanicien auto, ma maman petite fonctionnaire. Donc, je n'ai pas grandi dans le luxe, dans la culture de mes camarades de classe quand je suis arrivée à Paris. Et voilà, j'étais très exotique pour eux. Donc tous les autres élèves étaient fils de chefs d'entreprise, de hauts fonctionnaires, d'ambassadeurs, etc. Et moi, j'étais la petite provençale qui arrivait avec mon gros accent du Midi dans cette classe-là. Et ça a été assez difficile de faire ma place. J'étais jeune, je connaissais personne à Paris. J'arrivais dans une classe où les autres se connaissaient depuis un an aussi, puisque ma mère n'avait pas voulu que je parte tout de suite après mon bac. Donc voilà, donc il a fallu lutter. Et je me souviendrai toujours d'une anecdote. C'est la première fois que le professeur de lettres, qui était un grand professeur, qui écrivait, qui était aussi écrivain, critique d'art, etc., me demande de lire un texte. Donc il me dit, lisez, mademoiselle, la page 12, c'était le rouge, la Chartreuse de Parme. C'est la Chartreuse de Parme. Et donc je commence à lire, et je lis avec mon accent, avec ce que moi je connaissais de ma Provence. Et en Provence, les O, on les dit O. On ne dit pas rose, on dit rose. Et notamment, il y avait un mot, il y avait une description, et il y avait le mot d'homme. Et moi, j'ai dit d'homme. Et toute la classe, 35 élèves, ont éclaté de rire parce qu'en fait, je n'avais pas eu la bonne prononciation du mot, de la lettre O. Et je n'ai pas compris pourquoi tout le monde se riait comme ça, et ça m'a saisi. Et même le professeur riait en fait pour un mot comme ça. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée de ce contre quoi il a fallu lutter. Donc je m'a dit, mademoiselle, c'est un O fermé, ce n'est pas un O ouvert. C'est sûr, ça a changé tout. Excusez-moi, monsieur. Et donc j'ai repris en disant dôme. Et voilà, donc c'est passé, c'était l'accent parisien, c'était de l'accent donc il fallait prendre. Et voilà, donc il a fallu faire sa place. J'ai fait ma place, il n'y a pas eu de souci. Après, j'ai pu aller être étudiante à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, pour passer des concours d'enseignement. Et donc, dans des milieux où je fréquentais des gens de milieux très favorisés, en fait, qui ne faisaient pas partie de mon milieu originel, on va dire. Donc, j'ai appris beaucoup aussi, savoir comment pouvoir s'introduire dans un milieu qui n'est pas forcément le sien. Et c'est ce que j'ai dit après, plus tard, à mes élèves, quand j'étais prof de lettres. Il y a une chose qui vous permet, même si vous n'êtes pas à l'origine d'un milieu très favorisé, très aisé, il y a une chose qui vous permet d'entrer partout, d'aller partout, de vous fondre dans la masse et de donner, et de pouvoir assurer et assumer ce que l'on est dans ces milieux-là, c'est la maîtrise de la langue française. C'est une clé qui vous ouvre toutes les portes des châteaux, quand bien même vous venez d'une petite chaumière, du fin fond d'un village. Si vous savez vous exprimer, que vous êtes capable de mener un discours construit, ça vous ouvre toutes les portes. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai porté inlassablement à tous mes élèves quand j'étais prof de lettres, en leur disant, ne croyez pas que ce qu'on vous apprend là, quand on vous demande de parler correctement, c'est juste pour vous embêter. C'est parce que c'est la clé de votre avenir. Vous vous exprimez correctement, vous pouvez aller partout, vous pouvez vous introduire partout. Et jamais personne ne pensera que vous n'êtes pas du milieu dans lequel vous évoluez. Voilà. Et donc ensuite j'ai passé mes concours d'enseignement et puis je suis revenue, je suis issue d'une famille militante,
Voilà, pour aider les jeunes en difficulté, qui investit dans le syndicalisme, etc. Et donc j'ai vu ce que c'était les hautes sphères parisiennes, on va dire. Mais ma vocation, moi, c'était d'enseigner auprès d'élèves en difficulté. Voilà, j'ai toujours trouvé que le lieu où on était utile quand on était enseignant, c'était auprès de jeunes qui ont besoin de nous, qui sont en difficulté, qui sont en situation précaire, qui sont dans des situations économiques et familiales parfois très difficiles pour eux. Et c'est là qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Donc, bien que sortant de ces grandes écoles, j'ai été volontaire pour enseigner dans les collèges et les établissements les plus difficiles de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc, je me suis portée volontaire. Et j'ai été servie, donc j'ai été envoyée à tout juste 23 ans, puisque j'ai commencé à enseigner à 23 ans, dans les collèges les plus violents de Corbeil-Essonnes. Et puis ensuite de Champigny-sur-Marne, donc tout ce qui est Académie de Créteil, Versailles. Donc c'était, à l'époque, ça s'appelait des zones sensibles, des ZEP, zones sensibles, zone violence, et dans les pires quartiers où plus personne ne voulait entrer, ni s'installer, ni ouvrir une boutique, les zones franches. Donc moi, j'étais dans un collège qui cumulait tout ça. Alors c'était très difficile, la violence était là au quotidien, il fallait gérer des élèves qui étaient extrêmement difficiles à gérer. Je n'avais que 23 ans, j'avais des élèves qui avaient 18, 19 ans en collège. Et qui vivaient dans un milieu déjà très violent, donc qui exprimaient cette violence sans arrêt, donc avec notamment, je ne sais pas, moi par exemple, des déclenchements d'alerte incendie 4-5 fois par heure, avec tous les élèves qui partaient en courant 4-5 fois par heure, des combats de pitbull devant le portail, des élèves qui abattaient le portail, de la bombe lacrymogène sans arrêt dans les couloirs, tout ce qu'on peut imaginer de plus violent et de plus impossible pour enseigner. Donc la première année, moi qui venais de mes grandes écoles, Normal Sup et Henri IV et Sorbonne, ça a été quand même très rude. Mais je n'ai pas lâché parce que je me suis rendu compte que derrière ces comportements-là, en fait, il y avait des élèves extraordinaires. Et je suis encore émue. Et donc... avec quelques profs, on s'est dit comment faire pour que ces petits élèves qui arrivent en 6e et qui ne sont pas capables de s'asseoir sur une chaise, ils passaient leur temps à se battre entre eux, à être debout sur les tables. Comment est-ce qu'on peut faire pour les civiliser un petit peu, pour les apprivoiser en fait. Ils n'ont pas de cadre, on leur laisse faire n'importe quoi. Et donc, on a fait acheter, parce qu'on avait quand même pas mal d'argent dans ces établissements-là, j'ai fait acheter au principal à l'époque une quarantaine de vélos. Et en fait, chaque année, en début d'année, tous ces élèves-là qui rentrent en 6e, on partait une semaine à vélo avec eux, faire tout le tour du département, et on dormait dans des tentes sur des terrains de sport, sur des terrains de foot des villages, parce qu'il y a toujours des vestiaires, des WC, donc c'était facile, ils pouvaient prendre leur douche, il y avait des toilettes. Et donc pendant une semaine, on les éduquait. C'est-à-dire tous ceux qui disaient des gros mots, ils étaient de corvée de nettoyage de toilettes et de douche quand on arrivait. Il y avait ceux qui avaient la tâche de faire le repas pour tout le monde. On leur apprenait la solidarité. Quand un élève crevait, les autres devaient s'arrêter pour l'aider. Et on apprenait en fait toutes les valeurs d'un citoyen et la vie en communauté, la vie avec les autres. Et à ce compte-là, au bout d'une semaine, quand on rentrait, on pouvait faire court. Et c'était vraiment un changement extraordinaire. Et puis on avait acquis la confiance de ces gamins-là, et on pouvait enfin faire notre métier et leur permettre de grandir, leur enseigner et les élever. Parce que dans un élève, il y a le mot élever, c'est-à-dire qu'un enseignant doit faire grandir l'élève, il doit le faire pousser. Et donc enfin on pouvait semer tout ce qu'on voulait semer en eux, ils étaient prêts à recevoir. Ce qui n'était pas le cas une semaine avant. Voilà, donc j'ai enseigné quelques années dans ces établissements-là. Je suis restée 6 ans et puis j'ai postulé pour 7 ans même. Et j'ai postulé pour partir, pour aller enseigner à Tahiti. Donc je suis partie ensuite avec mon mari. J'ai eu un bébé entre-temps, donc j'ai eu un petit garçon. Et donc quand il avait 2 mois, avec mon mari qui est professeur aussi, on est parti à enseigner à Tahiti. Et comme je n'avais pas fait de dépression nerveuse dans mes zones sensibles, violentes, etc.,
on m'a affectée dans l'unique ZEP, zone d'éducation prioritaire de Tahiti. Je me suis dit, bon, ça va, je suis marquée à vie. Et là, c'était vraiment tout à fait autre chose. Tahiti, ce n'est pas que la carte postale, hein, les plages, les lagons, etc. C'est aussi l'endroit où j'étais affectée, moi, une grande misère sociale, avec des familles qui vivent dans des cases en terre battue, presque des bidonvilles, en fait, autour de l'aéroport. Moi, l'établissement où j'étais, c'était ça. Avec la journée, donc les matelas sont redressés contre les murs. Et le soir, les matelas sont mis à terre et tout le monde dort dans la même pièce, parce qu'il n'y a qu'une pièce, de toute façon. Donc voilà, donc j'avais des élèves extrêmement, dans des situations familiales extrêmement difficiles. Et donc là aussi, voilà, ça a été un grand bonheur pour moi de pouvoir travailler avec eux. Il n'y avait pas de violence en revanche, pas de violence, beaucoup de bonne volonté, mais ils étaient très en demande d'aide et d'un regard bienveillant aussi. Donc voilà, donc là aussi, j'ai fait de très très belles choses avec ces jeunes-là. Voilà. Et c'était très enrichissant. Et puis, après Tahiti, donc, je suis retournée une année dans la région parisienne, dans un lycée aussi, zone sensible. Et je me suis dit, non, c'est pas là que je veux vivre. L'expérience de Tahiti nous avait montré... Entre-temps, j'ai eu un autre petit garçon, j'ai eu un deuxième fils qui est né à Tahiti. Je me suis dit, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans cette violence-là. Et donc, j'ai demandé à venir enseigner à La Réunion. Donc, je suis venue à La Réunion, toujours prof de lettres. Et donc, même chose. Hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner avec les élèves réunionnais. Et puis, j'ai eu mon troisième enfant, donc une petite fille cette fois. Et ça faisait un petit moment que j'étais très investie dans toutes les instances de mon établissement. J'étais au conseil d'administration, conseil pédagogique, j'étais coordonnatrice. Et puis ce que je voyais faire de la part des directions successives où j'avais travaillé, en fait, ne me plaisait pas. Et je me suis dit, au lieu de te plaindre des directions que tu as, après tout, passe le concours. Et comme pour un troisième enfant, on a 6 mois de congé maternité, je me suis dit, moi, 6 mois, hyperactive comme je suis, je vais devenir folle à rester à la maison juste à pouponner. Donc je me suis dit, allez, prépare le concours de chef d'établissement. Et donc, avec mon bébé dans un bras, les livres dans l'autre, j'ai préparé le concours pour devenir chef d'établissement, toute seule dans mon coin, et je l'ai réussi. Et donc là, c'était vraiment un projet familial parce que je savais que si je réussissais ce concours, il fallait que je reparte en métropole. Parce qu'ici, il n'y avait pas de formation. Donc, mon mari m'a dit, oui, je suis d'accord, vas-y, c'est ton projet, fais-le et on te suivra. Et donc, j'ai eu ce concours. Et donc, je suis partie avec mes 3 bébés, mon mari, en métropole, pour exercer ce nouveau métier et y être formée. Voilà, donc je suis restée 8 années en métropole. Parce que j'ai eu du mal à revenir à La Réunion, en fait, comme je n'étais pas native d'ici, même si j'avais passé mon concours ici, que ma dernière fille est née à La Réunion, c'était très compliqué de revenir. Donc, en fait, je suis devenue chef d'établissement en métropole. Et puis, à un moment donné, s'est ouvert les REP+, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est-à-dire des collèges qui sont aussi classés éducation prioritaire, plus parce qu'ils accueillent des élèves en très grande difficulté. Il y a aussi des problèmes de violence, d'insécurité, etc. En fait, c'était un peu mon corps de métier depuis le départ. Donc, j'ai demandé à revenir sur La Réunion, mais sur un établissement comme ça, très difficile aussi. Et donc, je suis venue passer un oral au rectorat, avec les inspecteurs. Et donc, j'ai été recrutée et j'ai été principale pendant 5 ans du collège Célimène Gaudieu à la Saline Léo. Donc, j'ai retrouvé d'ailleurs pas mal d'élèves ici qui sont des anciens élèves à moi. Et ensuite, ça faisait quelques années quand même que je regardais avec convoitise le lycée Le Pervenche, parce que je trouvais que c'était un lycée assez extraordinaire de par toutes les formations qu'il propose, de par sa configuration, et que je savais aussi qu'il allait être le support du futur lycée de la Mer. Et voilà, et ça c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai postulé, j'ai défendu mon projet et le souhait d'être nommée sur cet établissement avec l'ancien recteur, M. Marimoutou. Et il m'a fait le plaisir et l'honneur et la confiance donc, de me confier la direction de ce lycée. Voilà. Sachant que je lui ai dit quand même, ça serait bien aussi, c'est un gros lycée professionnel avec une femme à sa tête, parce que ce sont souvent des hommes. D'ailleurs, je pense que les terminales, vous avez surtout connu des hommes avant. Et il m'a dit, oui, effectivement, ça pourrait être un atout. Et voilà, et me voilà. Super. Waouh, quel parcours.
Alors, cette interview elle a été aussi préparée avec les élèves qui sont devant nous. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de bruit comme ça? On ne vous voit pas, mais au moins on va vous entendre. Les TGA1, Allez. Ouais. Et les 2MS. Et donc, il y a une élève qui vous pose aussi une question. Donc, la voici. Avez-vous toujours voulu faire ce métier? Est-ce que c'était une vocation, justement, de devenir proviseur? Non. Quand je me suis... En fait, j'ai hésité entre une carrière militaire et une carrière d'enseignante. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale, je ne sais pas si vous connaissez, dans l'armée de terre, il y a une grande école militaire qui s'appelle Saint-Cyr. On les voit défiler au 14 juillet. Hein. Et donc, j'ai souhaité intégrer une école militaire. Et à l'époque, les portes pour les filles étaient très peu ouvertes. Elles étaient à peine entrebâillées. C'est-à-dire que sur 2000 élèves de cette grande école militaire, qui forment des généraux, hein, des dirigeants des armées et des états-majors, on prenait 5 filles sur toute la France. 2000 garçons, 5 filles. Et donc, j'ai postulé, j'ai envoyé mon dossier et j'ai été retenue. Et donc, je suis allée passer un entretien avec le colonel qui gérait Saint-Cyr. Et il m'a dit, vous êtes bien sûr de vouloir venir? Alors, je lui dis, j'avais 17 ans. Hein. Je lui dis, oui, c'est ce que je veux faire. Il me dit, vous avez bien conscience que vous allez beaucoup souffrir parce qu'avec tous ces garçons et seulement 5 filles, vous allez être très chahutés. Il va falloir avoir une sacrée force de caractère. Je lui dis, ben oui, je pense que je vais m'en sortir. Il me dit, parce qu'en plus, c'est que la 2e année où on prend des filles. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles sont les meilleures en classe. Et que dans ces grandes écoles militaires, les meilleurs résultats, en fait, ont un grade supérieur aux autres élèves. Et donc la fille de la classe, elle était plus gradée que tous les autres élèves. Donc elle était en quelque sorte le chef, le supérieur hiérarchique des autres. Et il me dit, et ça, c'est très violent parce que les garçons ne l'acceptent pas. Je me suis dit, bon, ben on verra bien. On verra bien. Et puis, donc le projet que je mûrissais aussi depuis le collège, hein, c'était d'être enseignante de lettres, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le problème, c'est que dans ces écoles militaires, il y a énormément de sport. Enfin, c'est pas un problème en soi, hein, il y a énormément de sport. Il y a des stages d'aguerrissement en Guyane où on vous fait dormir sur des branches entre les singes et les mygales et les scorpions. Bon, ça, c'est un détail. Mais en tout cas, au concours de Saint-Cyr, le sport est coefficient 19. 19. Et juste l'hiver avant d'intégrer Saint-Cyr, j'ai un grave accident de ski et je m'arrache les ligaments du genou. Donc, fini pour moi le projet de pouvoir assurer du sport de haut niveau, en fait. Voilà, donc j'ai dû être opérée 2 fois, ça s'est mal passé. Donc j'étais pas physiquement capable d'assurer la partie sportive de Saint-Cyr. Donc je suis revenue à mes premières amours et je me suis dit, bon ben oui, je vais devenir enseignante. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce n'est que plus tard que je me suis dit que j'allais pouvoir passer le concours de chef d'établissement. Mais quel que soit le métier que j'ai fait, en fait, j'avais besoin de pouvoir organiser, pas diriger pour diriger, mais diriger pour insuffler, pour motiver et pour mener des personnes et des projets. Et justement, comment pensez-vous que vos collègues, collaborateurs, collaboratrices vous décriraient? Alors, c'est pas que je pense, c'est parce 3 qu'ils me le aujourd'hui. disent. Alors, chez mes adjoints, j'entends quoi? J'entends machine de guerre, bulldozer. Qu'est-ce que j'entends? Général en chef. Voilà, ce genre de description. Mais c'est bienveillant, hein, c'est bienveillant. Ouais. Et j'assume, hein. J'assume pleinement. Hein. Et vos proches, qu'est-ce qu'ils diraient? Ben, un peu pareil, en fait. Un peu la même chose. On me dit souvent, mais t'es pas à travail, là, t'es à la maison. Hein, tu arrêtes de tout diriger. Alors, bah ouais, un peu pareil. Et petite, justement, qui était votre modèle? Mes 2 grands-mères. Mes 2 grands-mères. Alors, qui étaient issues de 2 milieux très différents. Donc, ma grand-mère maternelle, qui était issue d'un milieu extrêmement pauvre, qui avait élevé toute seule ma maman, parce que justement, il y avait eu un papa qui n'avait rien assumé.
et qui avait une force de caractère extraordinaire et qui nous a transmis à ma sœur et moi cette force de caractère, de ne rien lâcher, de ne rien devoir aux hommes, surtout ça, jamais rien devoir à un homme. Et puis ma grand-mère paternelle, qui elle était un puits de science, elle avait fait l'école normale, elle était institutrice, directrice d'école, elle savait tout sur tout. Et chaque fois que, tous les mercredis, donc elle nous gardait, et tous les mercredis, de 9h du matin à 18h, on avait, avec ma sœur, des cours de sciences, de botanique, de géologie quand on allait promener, et c'était aussi intellectuellement, elle nous transmettait énormément de choses. Et est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire particulièrement à La Réunion ? Alors, dans les grandes femmes réunionnaises, moi, ce serait plutôt Isnel Amelin, qui a été la première présidente de l'Union des femmes réunionnaises, qui s'est battue pour la cause des femmes et qui a reçu, dans les années 90, la Légion d'honneur pour l'ensemble de sa vie et de son combat. Voilà. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Donc, vous étiez professeur de lettres pendant plusieurs années en Seine-Saint-Denis. Et vous dites, dans une des interviews, « J'ai tout vu en matière de violence, d'incivilité et ce qu'il faut faire pour intéresser les élèves. » Ma question, quelle était votre plus grande motivation pour tenir dans un contexte aussi difficile, en fait ? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était extrêmement difficile. Et puis, ma motivation, c'était parce que, de toute façon, moi, je ne lâche jamais rien. Donc, je me suis dit, tous ces élèves-là qui ont envie d'être partout, sauf là, devant moi, il va falloir que je fasse en sorte de les intéresser et qu'ils aient envie de venir et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu et j'ai mis en place des pédagogies très dynamiques, très vivantes pour les motiver. Je commençais chacun de mes cours par de la lecture, parce que ces jeunes ne lisaient pas. Par de la lecture et ils écoutaient. Au début, ça les faisait rire, etc. Bien sûr, je choisissais des romans ou des pièces de théâtre qui propres à les intéresser, qui rejoignaient leurs préoccupations, etc. Et puis je leur lisais et au moment le plus intéressant, j'arrêtais. Ils me disaient « Ah, madame la suite !» Je disais « La suite, vous allez la lire tout seul. Qui veut le livre ?» Et là, il y avait des doigts qui se levaient. Non, et je prêtais le livre. Et chaque fois que j'avais cours, même chose. Je venais avec un livre et je les intéressais comme ça. Puis je créais des jeux, je changeais d'activité toutes les 15-20 minutes parce que je savais qu'ils avaient une capacité de concentration sur une seule tâche assez limitée. Donc j'avais créé des jeux de loi pour écrire des nouvelles. Donc ces élèves-là, je les ai fait lire, ils ont écrit des nouvelles. On a créé des jeux pour donner envie aux autres élèves d'écrire aussi, avec l'introduction. Donc ils tombaient par exemple, on découpait dans des magazines des images. Donc les 6 premières cases, c'était l'introduction. Donc il pouvait y avoir des images qui représentaient, je ne sais pas moi, une forêt très sombre ou des enfants sur une plage, etc. Et donc ça donnait la trame de ce qu'ils devaient écrire. Et petit à petit, ils écrivaient comme ça et ils arrivaient à écrire. Voilà. Et puis j'ai fait beaucoup de théâtre aussi avec eux. Et ça a très très bien marché parce que les jeunes, quand on les met en scène, alors au début c'était compliqué. Et puis petit à petit, ça a pris. Donc on avait toujours un moment de théâtralisation. Alors ça pouvait être une fable de La Fontaine, ça pouvait être une poésie, ça pouvait être un extrait de pièce de théâtre, mais il y avait toujours un moment où les élèves étaient acteurs. Voilà, pour pas qu'ils restent sur leur chaise parce qu'ils avaient déjà beaucoup de mal à faire ça. Donc à un moment donné, ils devenaient vraiment acteurs et du coup, ça marchait, ça fonctionnait. Et quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour vos élèves ? Voilà. Il ne faudrait pas que les profs entendent ici. La chose la plus folle que j'ai faite, c'est que dans ma banlieue parisienne, j'étais à Champigny-sur-Marne, j'avais fait étudier Antigone aux élèves. Antigone d'Anouilh, qui est l'histoire d'une jeune femme révoltée justement contre toutes les règles, et notamment les règles édictées par des hommes, par les dieux, par tout ce qui est extérieur à nous. Et ils avaient appris la pièce, on l'avait jouée, enfin ça avait été extraordinaire. Et je vois que cette pièce joue dans un théâtre à Montparnasse. Donc je vais demander au principal l'autorisation d'emmener mes élèves voir cette pièce de théâtre qu'ils avaient travaillée, qu'ils adoraient, qui avait créé une merveilleuse émulation dans la classe. Et me dit, mais mademoiselle, à l'époque je n'étais pas mariée, je dis, mais mademoiselle, vous n'y pensez pas ?
vous n'allez pas sortir nos élèves. D'abord, ils n'étaient jamais allés à Paris. On était juste à 30 km de Paris. Hein. Ils n'avaient jamais pris le RER jusqu'à Paris. Il me dit non, les classes sont trop perturbées, les élèves sont perturbateurs. En plus, avec cette classe-là, c'est des fous furieux. Non, vous ne les sortez pas, vous ne prenez pas le RER avec eux. C'est hors de question. Et du coup, j'ai fait le mur avec tous mes élèves. Et on est allé voir cette pièce de théâtre à Paris. On a vraiment fait le mur. Je leur ai dit, où est-ce qu'on peut faire le mur le plus facilement? Ils m'ont dit, c'est là. Je dis, ok, demain vous venez en basket et on part à 14h et on fait le mur. Et on a fait le mur. Et j'ai emmené toute ma classe voir cette pièce de théâtre à Montparnasse, Antigone. Et on est rentré en faisant le mur aussi, donc on a fait vite, hein, mais on ne s'est pas fait attraper. Hein. On ne s'est pas fait attraper. Et donc j'ai emmené toute ma classe, le RER. Alors j'avais des grands caïds, des gamins qui étaient convoqués par la justice, qui avaient fait des casses de bijouterie. Enfin, j'avais vraiment des caïds. Ils me suivaient comme des petits poussins parce qu'ils n'étaient jamais allés à Paris. En fait, ils étaient terrorisés. Alors, j'étais la mère poule avec tous mes élèves derrière moi. Et au théâtre, quand ils ont commencé à sortir les chips, j'ai dit ah non. Là, vous n'êtes pas au cinéma. Hein. Donc, j'ai ramassé les chips, j'ai ramassé les bonbons. J'ai dit, là, vous allez écouter, vous allez regarder, vous allez vous imprégner de tout ce qu'il va y avoir sur scène. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et si justement, ces élèves devaient vous décrire en seulement 3 mots, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils me disaient, madame, vous êtes digne de nous. Vous êtes digne parce que j'avais beaucoup d'élèves maghrébins ou africains ou voilà, il y avait voilà, et ils me disaient madame vous seriez digne d'être arabe. Voilà. Vous êtes digne d'être africaine. Alors, je cite vos mots. Nous devons essayer d'insuffler un enthousiasme, une énergie, sans jamais perdre de vue notre objectif numéro 1, qu'au bout de chacune de nos actions, il y ait le succès. Ma question, comment définiriez-vous le succès d'un élève? Alors, je dirais peut-être plutôt la réussite. La réussite d'un élève, ben justement, c'est la réussite qui n'appartient qu'à lui. Il n'y a pas une réussite. C'est-à-dire que chacun de vous doit trouver sa propre réussite. Si votre propre réussite, c'est un CAP et que vous vous y épanouissez, ça, c'est la réussite. Si c'est un bac professionnel, ça sera aussi la réussite. Si c'est un BTS, si c'est des études supérieures dans lesquelles toujours vous vous épanouissez, c'est ça. C'est s'épanouir dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et aller au bout surtout. Ne pas baisser les bras à la moindre difficulté et avoir ce goût de l'effort qui fait que vous parvenez à l'objectif initial que vous étiez fixé, voire au-delà. Voilà. Donc pour moi, la réussite d'un élève, c'est qu'il trouve sa propre voie et qu'il s'épanouisse dans cette voie-là. Je reviens sur une expérience que vous avez partagée avec nous, donc Saint-Cyr. Et je partage avec vous, en fait, quelques mots tirés d'une lettre écrite par Mathilde, donc une étudiante, en fait, qui avait la rage au ventre, remplie de rancœur, donc 20 ans. Et c'était une élève de 2e année de classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr. Et elle écrit une lettre en 2017 au président Macron. Et voici ce qu'elle écrit. « J'avais jusqu'à présent le projet d'intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. J'ai honte d'avoir voulu aller dans une armée qui n'est pas prête de recevoir des femmes. J'ai appris que porter un vagin ruine une carrière, une vocation, une vie. Ma question, j'ai plusieurs questions autour de ce que je viens de vous lire, Chantal. Qu'en pensez-vous? Comment y remédier à ce genre de situation? Et surtout, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes filles qui souhaitent faire carrière dans un univers masculin? Alors ça, c'est en 2017. Vous imaginez, moi, quand je devais y entrer, quand j'ai passé les entretiens et que j'ai été reçue, c'était en 1988. Donc j'imagine que les situations étaient encore bien pires. Je dis que c'est désolant, parce que les femmes, elles ont leur place partout. Et que c'est quand même désolant qu'au XXIe siècle, les hommes puissent encore penser qu'une femme n'a pas sa place partout, y compris dans l'armée. Et on voit qu'aux États-Unis, par exemple, parmi les Marines, il y a de plus en plus de femmes.
Mais en 2017, je crois qu'on venait juste d'ouvrir aussi aux femmes le métier de sous-marinier, qui a été le dernier métier ouvert aux femmes en France. Hein, on ne prenait pas de femmes dans les sous-marins. Pourquoi ? Je ne sais pas, quand vous allez sous l'eau, on est étanche, hein, nous aussi. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai que je pense que dans certains milieux, être une femme, ça peut créer de grandes difficultés, mais il faut pas se laisser faire. Enfin, il faut lutter, il faut pas baisser les bras, il faut se battre. Hein. Il faut se battre. Moi, dans ma banlieue, je me suis battue physiquement avec des élèves qui voulaient m'agresser pour montrer que voilà, on n'a pas peur et qu'on est légitime partout. Voilà, il faut jamais perdre de vue cela. On est légitime partout, on est compétente partout, aussi bien qu'un homme. Je dis pas mieux, je dis aussi bien. Et c'est ça le message, c'est cela le message que je ferai passer, en fait. Ne pas se mettre des limites. Parce que des limites, il y a déjà beaucoup de gens qui nous en mettent. Beaucoup d'hommes qui nous en mettent, des institutions, des lois. Donc nous, ne nous mettons pas de limites du tout en tant que femmes. On n'en a pas. On peut tout faire, partout. J'ai une autre question, donc d'une élève. Aviez-vous déjà reçu des remarques sexistes dans votre milieu professionnel et surtout par rapport à votre métier ? Alors oui, bien sûr, des remarques sexistes, j'en ai reçu, hein. Même de personnes hiérarchiquement supérieures à moi. Oui. J'ai répondu, je ne me suis pas laissée démonter. Et puis, pas toujours que des hommes d'ailleurs, les remarques sexistes. Et ça, c'est un peu désolant. Hein. Il faut avoir conscience, mesdemoiselles, là, il faut avoir cette valeur de sororité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'entre femmes, il faut se soutenir. Il ne faut pas dire elle est comme si, elle c'est une fille facile parce que ça, ou laisser cours à de la jalousie. Hein. Cette notion de sororité, elle est très importante. Et il faut se soutenir. Et donc parfois j'ai été victime de remarques sexistes de femmes qui trouvaient que j'avançais un peu trop vite dans ma carrière et qui disent celle-là elle a couché, c'est pas possible. Vous voyez ce genre de remarques-là entre femmes, mais surtout pas, jamais se dire ça entre femmes. Et oui, effectivement, j'ai été victime plusieurs fois de remarques sexistes. Et quand on est une femme, on doit toujours réaffirmer qu'on est là parce qu'on a les compétences et pas parce qu'on est mignonne ou parce qu'on présente bien ou parce qu'on sourit ou parce qu'on est avenante. On est toujours obligé de rappeler qu'on est là parce qu'on a les compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Quel est le projet qui vous anime le plus en ce moment, Chantal ? Les projets. Alors, moi, c'est le rayonnement du lycée Le Pervenche, déjà. C'est vraiment un projet qui m'anime parce que je trouve que c'est un lycée extraordinaire, avec des élèves aussi formidables. Donc, le rayonnement de ce lycée, en donner une image à l'extérieur vraiment très, très belle et très valorisante parce qu'il le mérite. Et puis également, cette perspective de construction du futur lycée de la mer, qui va être aussi un magnifique challenge et une très belle opportunité pour les jeunes réunionnais, que de les réconcilier un petit peu avec leur environnement maritime et de leur donner les compétences pour être navigants, pour travailler dans la construction navale, dans la pêche, etc. Voilà. Et pouvez-vous nous dire, Chantal, quelles sont les décisions, la décision qui vous ont permis d'être la femme que vous êtes aujourd'hui ? C'est difficile, ça, comme question. Alors, peut-être de quitter le cocon familial, hein, parce que je disais que, voilà, je parlais d'un petit père tout à l'heure, mais en fait, j'ai eu un père très violent vis-à-vis de ma mère. Et donc, avec ma sœur, on a vécu des moments difficiles dans notre petite enfance. Et puis, avec le petit père, c'était pas simple non plus. Donc, à 18 ans, j'ai quitté le domicile familial. J'ai voulu aller en internat pour poursuivre mes études. Et donc, je suis partie à 18 ans. Et je n'y suis plus retournée pour y vivre. Et ça a été une première bonne décision. C'est-à-dire que je me suis dit, maintenant, tu te construis.
et tu te construis à ta façon, sans être soumise à sans voir ou assister à des violences ou à des choses qui me marquaient et qui ne me convenaient pas. Voilà, parce que j'avais du caractère et donc comme je me laissais pas faire, ça pouvait vite tourner à la bagarre à la maison. Donc voilà, j'ai pris mes distances et me construire comme moi je le souhaitais, avec mes études qui me passionnaient, mes livres, mes bibliothèques, et voilà. Et quel souvenir a le plus marqué votre parcours de vie ? Je pense que ces années d'enseignement dans les zones sensibles et violences ont été extrêmement formatrices. Et elles permettent d'acquérir un regard différent sur les jeunes, en fait. Sur les jeunes, sur les élèves, sur nous aussi, sur ce qu'on est capable de leur apporter, de construire pour eux, sur la pédagogie, la didactique. Je pense que si je n'avais pas vécu ces années extrêmement difficiles, violentes, par exemple, pendant mes vacances, je dormais quasiment 24 heures sur 24. Je faisais des cures de sommeil tellement je devais dépenser d'énergie pour tenir mes élèves, pour leur enseigner, pour créer des activités qui les intéressent. Voilà. Et je pense que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas devenue ce que je suis devenue. Voilà, ça m'a donné beaucoup de force. Et j'ai une autre question qui vient des élèves. Est-il difficile en tant que femme de diriger l'un des plus grands lycées professionnels de France ? Alors, difficile, je ne dirais pas difficile. Ça demande beaucoup d'engagement. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais comme il y a quand même des équipes qui sont vraiment extraordinaires, à l'écoute, toujours partantes, c'est plus un bonheur qu'une difficulté. Voilà. Et quelles sont les qualités qui vous semblent indispensables dans votre métier de proviseur ? Alors les qualités, je dirais l'enthousiasme, être quelqu'un d'enthousiaste, être capable de faire la part des choses également, parce que évidemment c'est pas un long fleuve tranquille, on ne fait jamais l'unanimité quand on est à la direction d'un établissement. Et essayer de ne pas se laisser affecter par des avis négatifs de personnes qui de toute façon sont toujours négatives et voir toujours le verre à moitié vide. Voilà, ça aussi, il faut être capable de prendre de la distance. Voilà, donc beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, capable de prendre la distance. Et puis aimer ce qu'on fait en fait. Voilà. Moi tous les matins je me lève et je me dis mais quel bonheur. Quel bonheur de venir au travail. C'est pas un travail en fait, parce que c'est que du bonheur. Et justement, est-ce que vous aviez eu des moments, des périodes de remise en question, des doutes quant à vos compétences par rapport à votre métier ? Alors, pas des remises en question et des doutes, mais une conscience précise de ce qui me manquait ou des compétences que je n'avais pas encore acquises pour pouvoir exercer pleinement ce que je voulais faire, ou faire pleinement ce que je voulais faire. Et je me souviens quand j'ai été affectée au lycée Le Pervenche, donc je suis arrivée et que j'avais 250 personnels devant moi et que j'ai dû me présenter. Je leur ai dit, je n'ai jamais mis les pieds dans un lycée professionnel. C'est la première fois que je mets les pieds dans un lycée professionnel. Je ne connais rien au lycée professionnel, mais j'apprends vite. Je n'épargne pas ma peine, ni mon temps, ni mon énergie, donc j'apprendrai très vite. Mais en revanche, les élèves que vous accueillez, je les connais par cœur. Ça fait 20 ans que je travaille pour eux, que je travaille avec eux et que je veux continuer à travailler avec eux. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Je sais que, voilà, ces compétences-là, j'ai à les acquérir et je vais le faire. Je vais m'y mettre. Et vous allez m'aider d'ailleurs. Les professeurs m'ont aidé, mes équipes, d'équipe de direction, tout le monde m'a aidé. Et voilà, donc pas une remise en question, mais voilà, la claire conscience de ce que je ne maîtrisais pas encore. Et c'est important de connaître ses limites et ses manques pour pouvoir justement les construire et les combler. Et tous les jours, j'apprends. Et c'est ça qui est formidable. Et comment surmontez-vous de manière générale les difficultés au quotidien ? Est-ce que vous avez des trucs et astuces à nous partager ? Alors j'essaie toujours de voir le côté positif, même dans une situation dégradée. Ça, c'est
C'est quelque chose voilà, qui est devenu un peu un automatisme. Donc j'ai bien conscience de la situation dégradée, mais je me dis toujours qu'il va en sortir quelque chose de positif et qu'il y a forcément un aspect positif. Et puis quand c'est vraiment, vraiment, vraiment très lourd et que ça m'affecte, je me dis, allez, dans 6 mois, tu vas en rire. Et j'en ai toujours ri au bout de 6 mois. Voilà. Parce que rien ne dure jamais longtemps, même pas les situations horribles. Et je me dis, dans 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, eh ben, quand tu y repenseras, en fait, ça va bien te faire rire. Et ça me permet d'aller de l'avant. Et c'est vrai, hein, essayez. Hein. Voilà, quand vous êtes vraiment au fond, là, vous dites, oula, ça va pas. Allez, mais qu'est-ce qui m'affecte ? Eh bien, cela, ça m'affecte, mais ça va pas durer, en fait. Ça va passer. Et ça passe. Voilà. Si vous pouviez parler à la jeune femme que vous étiez, à son entrée dans le monde du travail, quel message lui passeriez-vous, Chantal ? De ne jamais rien lâcher, d'aller au bout de tout ce qu'elle a envie de faire, de ne se mettre aucune limite, ce que je disais aux élèves tout à l'heure, aucune limite, et d'être indépendante. Ça, c'est une des leçons que j'ai tirées de mon expérience de petite enfance, de père violent, de grand-mère très forte. Voilà, ne jamais dépendre d'un homme, mesdemoiselles. Jamais. Jamais. Ni d'un point de vue financier, ni pour le logement, ni pour quoi que ce soit. Ne jamais dépendre d'un homme. Tant que ça se passe bien, qu'il vous apporte du bonheur, très bien, vous restez avec. Le jour où ça se passe mal et vous en souffrez, vous partez. Donc ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise à ma fille dès qu'elle a été en âge de comprendre. Donc avoir son autonomie. Ça n'empêche pas d'être amoureux, ça n'empêche pas d'avoir une vie de famille. Hein. Mais on sait que le jour où ça se passe mal, eh bien on peut partir. Et qu'on ne sera ni dans la misère, ni dans la rue, ni dans un manque, ni en peine pour élever ses propres enfants. Voilà. Et c'est ce conseil-là que je donnerai à la jeune fille, en plus du fait de ne rien lâcher sur le plan professionnel. Et voilà. Concilier vie de femme et carrière professionnelle, Chantal, sans que l'une n'empiète sur l'autre, mission possible ou impossible ? Alors moi, j'ai eu 3 enfants, donc, tous les 4 ans, j'ai eu un enfant. Donc je me suis retrouvée à un moment donné, quand j'ai commencé ma carrière de chef d'établissement, avec 3 bébés. Hein, j'en avais un de 7, un de 4 et ma petite fille qui venait de naître. Donc c'était quand même assez compliqué de la mener de front, parce que bon, en tant que chef d'établissement, hein, on travaille 60 heures par semaine, hein, sur les semaines, les petites semaines. Donc ça demandait pas mal d'organisation. Voilà. En fait, il faut être très organisé et puis il faut avoir aussi le conjoint qui accepte d'être un partenaire, d'être un vrai partenaire. C'est-à-dire pas juste là en attendant que vous fassiez les choses, mais un partenaire, c'est-à-dire qui partage tout. Hein, les langes du bébé, les biberons, les courses, la vaisselle, les tâches ménagères. Voilà, un partenaire qui accepte de prendre le relais quand nous, on n'est pas disponible, sachant que nous, on renvoie la balle quand eux ne sont pas disponibles. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe, en fait. Et si on ne trouve pas le partenaire avec lequel on a un vrai travail d'équipe, je pense que ça peut être très difficile. Vous partagez votre vie depuis de nombreuses années avec votre époux. 30 ans. Et quels sont pour vous les 3 conseils à garder en mémoire pour une vie de couple épanouie ? Waouh. Alors déjà, être indépendante. Ça résout beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas financièrement d'un mari. Donc déjà, la femme doit être indépendante financièrement, intellectuellement, psychologiquement. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, être dans une vraie relation de partenariat avec l'autre. C'est-à-dire que tout est partagé. Toutes les tâches sont partagées, la vie de famille, les enfants, l'école, les courses. Ça, c'est très important. Donc, le partage, l'indépendance, le partage, et puis l'amour. Hein. Maintenant, pour conclure justement cette partie carrière, est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez résumer en 3 mots
votre carrière professionnelle? En 3 mots. Alors je dirais persévérance. Parce que repasser des concours quand on a 3 enfants et un bébé qui vient de naître, c'est pas évident. Persévérance, je dirais enthousiasme et épanouissement. Voilà. On passe aux questions un peu plus profondes. Allons. Alors, si vous aviez la possibilité de recommencer certaines choses, Chantal, quelles seraient-elles? Je vois pas. Je crois que j'ai fait ce que je voulais faire en fait. Ouais, non. Je crois que les choses se sont faites comme elles devaient se faire et comme j'avais envie qu'elles se fassent. Donc non, je ne changerai rien. Et pour vous, quelle est votre plus grande leçon de vie, Chantal? Des moments difficiles dont on tire des expériences positives. C'est compliqué comme question. Il y a 3 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et voilà, ça a été un moment à surmonter. Et qu'est-ce que vous en avez tiré, justement? En fait, que personne n'est à l'abri. Et parfois, il faut savoir aussi s'écouter. Ce que je fais rarement. Et qu'il faut se battre dans toutes circonstances. Et Chantal, justement, comment prenez-vous soin de votre corps et de votre esprit maintenant au quotidien? Rien d'extraordinaire. Hein. Rien d'extraordinaire. Je suis pas une grande sportive, mais depuis quelque temps, je me suis mise à faire beaucoup de vélo. Donc, j'essaie de faire une centaine de kilomètres par semaine. Et ça m'apporte beaucoup de bien-être. Ça me vide la tête, ça me fait faire du sport. Voilà. Et puis, je nage aussi, beaucoup. J'ai toujours beaucoup nagé. Et puis, je prends soin de moi en prenant soin des autres aussi, de ma famille, en cuisinant beaucoup. J'adore cuisiner. Avec les amis, hein, je reçois énormément chez moi aussi. J'aime être toujours entourée de beaucoup de monde. Je dis de mes tribus, voilà. Donc j'ai ma tribu, mes enfants, mes garçons avec leurs copines. Donc j'ai toujours des pièces rapportées, j'ai toujours du monde à la maison, et ça me convient. Alors c'est un peu plus, je réponds pas vraiment à la question de comment je m'occupe de moi, mais c'est peut-être parce que voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez un livre ou un film qui vous a marqué particulièrement et que vous souhaitez justement recommander aux élèves qui sont devant nous? Alors oui, des livres, évidemment, il y en a eu beaucoup, mais peut-être comme on est dans la semaine de la lutte contre les discriminations liées aux orientations sexuelles et aussi donc des droits des femmes, j'ai vu récemment un film qui n'est pas en soi un grand film, mais qui est intéressant par le regard qu'il porte. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'intitule Miss. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui a pour ambition de devenir Miss France. Oui, ça peut faire sourire comme ça et on peut s'imaginer que ça va être une comédie. Mais en fait, c'est extrêmement profond. Parce que ce petit garçon, dans sa tête, il est une fille en fait. C'est une fille dans un corps de garçon. Et son ambition à lui, c'est de devenir Miss France. Et il pourrait y parvenir. Il y arrive. C'est-à-dire il arrive quasiment jusqu'aux dernières sélections. Hein. Il est sur le podium à la télévision. Il fait partie des 2 finalistes ou des 3 finalistes, je ne sais plus. Parce qu'il a avec lui des gens qui l'aident, qui le poussent, mais il subit aussi la discrimination, la violence de la part de tous ceux qui ne comprennent pas et qui portent sur lui un regard dégradant, humiliant. Et en fait, ce film, il fait changer le regard sur ces personnes-là. Parce que c'est vrai que parfois, on ne comprend pas. Alors, on n'est pas forcément vindicatif ni méchant, mais on a du mal à comprendre. Et ce film permet d'avoir un regard différent et de changer de point de vue sur ces gens-là. Alors, on dit queer, on dit trans, on a plein de mots pour les appeler, mais en fait, ce sont des gens comme nous. Et c'est un joli film pour cela. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais voilà. Moi, j'aime les films qui font changer les regards, en fait. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous, Chantal, votre plus grande peur? Ma plus grande peur? Ma
part les babouks. Ma plus grande peur... Ma plus grande peur, c'est quand je me lance dans quelque chose, ne pas arriver au bout. Voilà. Et votre plus grand regret? Je n'ai pas de grand regret. Je crois pas que je réfléchis à ça, mais non. Le regret peut-être de pas faire plus pour les jeunes, de pas arriver à les suffisamment parfois à les motiver, les tirer vers le haut. Ce serait peut-être ça. Mais c'est une tâche quotidienne et un travail sans relâche. Mais c'est pas vraiment un grand regret. C'est des petites choses que je pense qu'on peut améliorer au quotidien et des marges de progression. On en a tous et on en a toujours. Voilà. Et vos 3 plus grandes réussites? Oh, mes 3 plus grandes réussites. Est-ce que j'ai 3 réussites déjà? Je ne sais pas. Je dirais mes enfants, ma vie de famille. Parce que j'ai trois enfants qui vont bien, qui poursuivent des études, qui vont rentrer dans la vie active, et puis ma fille qui a 16 ans demain. Ma deuxième réussite, c'est d'avoir réussi à faire ce que je souhaitais faire en termes de professionnel. Donc ça aussi, c'est un vrai facteur d'épanouissement pour moi. Et ma troisième réussite, je sais pas, ça serait plus un souhait que quelque chose de réalisé. C'est que ça continue comme ça et que j'arrive à fédérer, j'arrive à emmener des équipes pour le bien général, pour la réussite des jeunes et la construction de leur avenir en fait. Voilà. Et est-ce que là maintenant tout de suite, vous pouvez dire quelque chose que vous n'aviez jamais dit à vos élèves? Waouh. Je sais pas, j'ai pas de grand mystère. Quelque chose que je n'ai jamais dit à mes élèves. Oui, peut-être pas assez que je les aimais. Alors justement, vous partagez avec nous vos accomplissements, vos rêves. J'imagine que vous en avez d'autres. Est-ce que vous souhaitez les partager avec nous? Ah, mes autres rêves. Alors, sur le plan personnel, oui, j'ai hâte de pouvoir recommencer à voyager, parce que j'aime beaucoup découvrir d'autres façons de penser, d'autres cultures. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis une véritable éponge. Je m'imprègne très facilement de la culture, des cultures dans lesquelles je vais vivre. Donc, j'ai vécu à Tahiti. J'ai passé aussi pas mal de temps en Nouvelle-Calédonie. J'ai visité pas mal de pays. Donc, c'est vraiment pour moi très important de découvrir ces cultures, ces arts différents, les arts du Pacifique, l'Australie, des endroits comme ça qui sont complètement différents de nos modalités occidentales et dans nos façons de penser, etc. Et puis, sur le plan professionnel, j'ai déjà ce que je voulais tant avoir. Donc, continuer à travailler dans le même sens et à sortir ce lycée de la mer. Et pourquoi pas un dernier séjour avant de tirer ma révérence de l'éducation nationale à Tahiti, parce que c'est vrai, ça a été une magnifique expérience et ça me plairait beaucoup de retourner y travailler. On arrive pratiquement à la fin de cette interview, Chantal. J'ai encore 4 petites questions. Est-ce que vous avez une citation inspirante et favorite en créole? Avec l'accent, je dis en créole. Faut pas ravasser le guêpe. Et maintenant, si vous aviez justement un message à faire passer aux femmes et aux filles de notre île, quel message vous souhaitez faire passer? Je trouve qu'il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes ici à La Réunion. Beaucoup trop. C'est intolérable, c'est inadmissible. Donc, moi, le message que je ferais passer aux filles, c'est d'abord ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez assidus à l'école. Soyez professionnels. Battez-vous pour avoir un emploi, une situation qui vous permette d'être indépendante financièrement. Ça, c'est très important. N'acceptez jamais, jamais qu'un homme, quel qu'il soit, qui qu'il soit, ne lève la main sur vous. Ni même l'intention de lever la main sur vous. Parce que le geste
vaut le coup. Ça, je le dis toujours. Le geste vaut le coup. N'acceptez jamais cela. Personne n'a le droit d'attenter à votre intégrité physique. Personne. Ni père, ni grand-père, ni frère, ni petit ami. Personne. Vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous. Et moi, quand j'entends dire des garçons, ça allait à moi, ça... Hein? Ça, vous n'êtes à personne. À personne. Voilà. Alors, le slogan de la Woman Mag, l'un des slogans, c'est « Soyez prête à devenir la meilleure version de vous-même ». Et selon vous, Chantal, comment faire pour devenir la meilleure version de soi-même ? Ne jamais être dans le défaitisme ou dans la plainte ou dans le renoncement. Être persuadé que le soleil se lève toujours, tous les matins, et qu'il faut lutter. Voilà. Et ma dernière question, Chantal, pour vous, quelle est votre propre définition de la femme ambitieuse ? La femme ambitieuse. Je dirais que la femme ambitieuse, c'est celle qui réussit à construire ce qu'elle a envie de construire. Si elle a envie de construire une vie de famille et de se consacrer, beaucoup de temps à ses enfants, à son mari, à sa maison, eh bien, si c'est ça son ambition, c'est une femme ambitieuse. Si son ambition, c'est de s'épanouir dans une profession, dans son travail, dans ses relations interprofessionnelles, eh bien c'est ça, une femme ambitieuse. Voilà, une femme ambitieuse, c'est celle qui réussit à aller vers ce qui lui fait du bien. Et ça fait partie aussi des conseils que je donne aux jeunes. Mesdemoiselles, vous allez aller vers ce qui vous fait du bien. S'il y a quelque chose qui vous fait du mal, eh bien vous changez de voie, vous changez de trottoir, vous changez de rue. Et ça, c'est ça, être une femme ambitieuse. Ne pas perdre d'objectif, d'aller vers ce qui nous fait du bien et de ce qui nous épanouit. Que ce soit le travail, la famille, les enfants, les amis, le voyage, je sais pas moi, le football, n'importe, le sport, voilà, peu importe. Chantal, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, ce beau moment qu'on a passé merci ensemble. Merci à vous, à tous les élèves ici présents. Et en tout cas, très belle continuation à vous tous, vraiment. Merci.